À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous recevons pour l'heure le Centre de réfugiés, représenté par 3 personnes que j'ai devant moi. Alors, Madame, Messieurs, vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour faire votre exposé et ensuite, on va échanger avec les parlementaires. Alors, évidemment, vous présenter, hein, ce serait une bonne chose. Alors, le temps commence pour vous maintenant. Merci beaucoup. Donc, honorable membre de l'Assemblée nationale, je m'appelle Kylian Swed, je suis le directeur des opérations au Centre des réfugiés. Mon collègue, Maître Pierre-Luc Beauchard, et ma collègue Camille Fournel, coordinatrice de l'engagement. Aujourd'hui, nous nous présentons devant vous en tant que représentants du Centre des réfugiés, une organisation située à Tiohtià:ke, Montréal, engagée dans le bien-être et l'intégration des personnes réfugiées, des demandeurs d'asile et des personnes immigrantes. Notre mission ne se limite pas simplement à répondre aux besoins de base des demandeurs d'asile, mais également à encourager les législateurs des différents paliers du gouvernement à voter des politiques qui favorisent leur intégration et limitent toute forme de marginalisation de cette population vulnérable. Au cours de l'année 2023, les différents services de notre organisation ont connu un achalandage record. Lorsque nous avons comparé nos données internes à celles du gouvernement fédéral, nous avons constaté que nous avions aidé près d'un demandeur d'asile sur 5 qui est rentré au Québec. Des médias internationaux comme CNN sont même venus dans nos bureaux pour faire des reportages. Donc, nous sommes d'ailleurs une des seules cliniques juridiques qui offre des services gratuits, incluant la représentation aux personnes réfugiées à Montréal. Nous avons également des services d'accompagnement de santé mentale et physique et dans l'emploi de l'aide académique. Bref, nous offrons des services de première ligne à cette population qui ne cesse de croître. Tout d'abord, nous reconnaissons le rôle exemplaire du Québec parmi les autres provinces canadiennes dans la prise en charge des demandeurs d'asile. De manière distinctive, le Québec est la seule province dotée d'une entité spécialisée, et là je parle du PRIDA, qui a pour mission de faciliter l'établissement et l'intégration des demandeurs d'asile au Québec, en offrant de l'hébergement temporaire et un suivi psychosocial. Cette initiative souligne l'engagement indéniable du Québec envers les individus cherchant refuge sur son territoire. Cependant, malgré nos avancées significatives, le contexte mondial nous demande encore plus. Nous assistons à un niveau de déplacement sans précédent à l'échelle mondiale, une tendance qui ne montre aucun signe de ralentissement. Alors que nous sommes à l'avant-garde en matière d'accueil des personnes réfugiées, il est d'autant plus crucial pour nous anticiper les défis et d'éviter les erreurs qui pourraient entraver le processus de réinstallation. Donc, dans notre recommandation, les retards dans le traitement de certificats de sélection du Québec, en particulier pour des groupes vulnérables tels que les mineurs non accompagnés, peuvent avoir des conséquences graves. Imaginez un enfant seul, ayant besoin de soins médicaux, attendant 2 ans pour accéder aux soins de santé de base. Ce n'est pas seulement un retard bureaucratique, c'est une situation qui peut avoir un impact déterminant sur la vie d'un enfant. D'un point de vue social, l'intégration des personnes réfugiées et des demandeurs d'asile est bénéfique non seulement pour eux, mais aussi pour l'ensemble du Québec. Là, je vais rejoindre la plateforme Francisation Québec témoigne des résultats positifs obtenus lorsque nous privilégions l'intégration linguistique et culturelle. En rendant cette plateforme accessible en plusieurs langues, nous aidons non seulement les nouveaux arrivants, mais aussi nous allégeons le fardeau des organisations communautaires. Au lieu de passer notre temps à faire des traductions pour les nouveaux arrivants, c'est déjà traduit, c'est déjà sûr de la traduction. De plus, la pénurie actuelle de main-d'œuvre au Québec nous offre une opportunité unique. Les demandeurs d'asile, dont beaucoup possèdent des compétences et une expérience précieuse, sont déjà sur notre territoire, désireux et de contribuer. Ils apprennent déjà le français, ils sont déjà ici, ils comprennent que le système. Il faut juste élargir l'accès au programme de formation professionnelle. Nous pouvons répondre à nos besoins en main-d'œuvre tout en facilitant simultanément l'intégration des individus. D'accord ? Et là, on va se déplacer vers un côté un peu plus juridique avec Maître Pierre-Luc Beauchard. Alors oui, toujours dans notre discours d'ouverture, on veut attirer aussi l'attention sur le fait qu'il est prévu dans la planification de traiter 450 demandes de CSQ pour les cas d'ordre humanitaire et 3550 pour les demandeurs d'asile acceptés. Cependant, les chiffres démontrent qu'il y aurait plus de 18 000 réfugiés acceptés au Québec. En 2022, environ 64 de toutes les demandes d'asile au Canada étaient faites sur le territoire du Québec.
Sur les 45 000 demandes traitées par la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés, 28 000 ont été acceptées. Cela signifie qu'environ 18 000 de ces demandes acceptées étaient au Québec. Pourtant, notre plan actuel ne traite que 3 550 d'entre elles pour un CSQ. Pour résumer, les cas d'ordre humanitaire, un traitement à un taux de 450 par an peut signifier une attente de plus de 20 ans pour un CSQ. Ce n'est pas seulement une attente, c'est une part importante de la vie d'un individu. Ça impacte ces années les plus déterminantes dans des cas qu'on parle pour les mineurs, par exemple, non accompagnés. Dans d'autres cas, ces individus ne sont pas des nouveaux arrivants. Ils vivent au Québec, apprennent la langue et participent à la société. Pourtant, ils sont confrontés à plusieurs obstacles du fait qu'ils sont dans l'attente de leur CSQ. Ils sont limités dans leur perspective d'emploi, leur opportunité éducative et leur intégration globale dans la société québécoise. Ce n'est pas seulement un retard, c'est un obstacle social. Nous suggérons que les cas d'ordre humanitaire et les personnes protégées soient catégorisés séparément des nouveaux immigrants. Ils ne sont pas nouveaux, bien souvent, ils sont déjà membres et contribuent activement à la société québécoise. Lorsque le gouvernement planifie l'immigration, c'est généralement pour ceux et celles qui ne sont pas encore arrivés. Mais ces individus sont ici, intégrés et font partie de notre communauté actuelle. Ce n'est pas un ajout futur, ils sont présents. Nous demandons une distinction dans le traitement des demandes de CSQ pour eux. Pour répondre au délai d'attente actuel, nous recommandons de traiter de plus de 3 000 demandes par an pour les cas d'ordre humanitaire et 8 000 pour les personnes protégées. Il ne s'agit pas d'amener plus de monde, il s'agit de reconnaître et de traiter correctement ceux qui sont déjà ici, séparément des 60 000 nouveaux arrivants qu'on a projetés. Nous soutenons toute initiative qui vise à aider ces populations, peu importe le parti politique. En conclusion, nos recommandations concernent la vision d'un Québec inclusif, compatissant, tourné vers l'avenir. Un Québec qui reconnaît le potentiel de chaque individu, quel que soit son lieu d'origine. Un Québec qui se présente comme un phare d'espoir pour ceux qui cherchent une terre d'accueil. Veux-tu me passer? Excusez-moi. On a émis dans notre rapport 7 recommandations qui tombent sous la juridiction spécifique du Québec. Et dans le cadre des échanges qu'on espère avoir avec vous aujourd'hui, on veut traiter justement des thèmes comme la francisation qui a été abondamment parlé par la personne précédant à notre audience. Et nous allons aussi également parler des problèmes dans nos recommandations qui touchent vraiment notre expérience de ligne de front. Ce que je veux dire, c'est nous, le mercredi matin, on ouvre le portail, que ça s'appelle. C'est en fait les demandeurs d'asile arrivent et ils n'ont pas d'ordinateur pour remplir les formulaires fédéraux. Alors, ils se mettent en ligne parce qu'on est un des seuls organismes qui offre ça. Fait qu'ils se mettent en ligne, en gros, à partir de 7 h le matin, et ils attendent leur tour. On donne des coupons pour ceux qui reviennent plus tard. Et ces gens-là, bien souvent, comme ils ont besoin de plusieurs services. Et nous, c'est cette expérience-là qu'on aimerait vous partager. On a, par exemple, là, on en a parlé un peu, c'est les mineurs non accompagnés. Les mineurs non accompagnés. Souvent, ça arrive pas... Il y a une histoire derrière ça, on va dire ça comme ça. Et d'autres services du Québec sont impliqués. Par exemple, la Direction de la protection de la jeunesse. Et nous, un des constats qu'on a fait, qu'on va amener à votre attention, c'est qu'on n'a pas de... Le DPJ est une entité distincte du MIFI, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas d'accès. Et là, ils ont un enfant qui a besoin de soins, puis son statut ne lui permet pas d'aller tout simplement à l'hôpital. Donc, c'est sur ces réalités-là qu'on aimerait aujourd'hui profiter de la planification pluriannuelle pour vous souligner ces éléments-là qu'on voit quand on aide à tous les jours une population qui est dans une situation précaire au niveau de son statut, mais aussi, si vous suivez la pyramide de Maslow, les demandeurs d'asile, on est pas mal dans la base. Donc, c'est ça aujourd'hui. Et nos recommandations vont en ce sens-là. Et pour la dernière minute qui me reste, je veux juste enchaîner en disant qu'on veut souligner, toujours dans l'idée de la francisation, qui fonctionne très bien jusqu'à présent de notre point de vue, étant donné qu'il y a beaucoup de gens de la communauté latino qui viennent et qui ont des qualifications, notamment en construction, qu'on pense qui pourraient être très utiles pour le Québec et que si on mettait l'effort dans l'intégration par le travail et la formation professionnelle,
on aurait je pense que tout parti confondu, tout le monde serait vraiment content de la réussite que cela représenterait pour le Québec. Je pense que je t'ai... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va commencer justement la période d'échange avec les parlementaires. Je vais me tourner du côté de la ministre de la banquette gouvernementale pour une période de 16 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci à vous trois pour votre présence ici. On est toujours content d'accueillir les gens en présentiel. Merci pour votre engagement également auprès des réfugiés. C'est fort apprécié. C'est un rôle important dans le processus d'accueil des personnes immigrantes. Alors, merci de vous y engager. En notre nom, je dirais. Ah, bien, merci. C'est apprécié. Vous avez abordé déjà plusieurs thèmes que je voulais discuter avec vous. Alors, commençons par francisation, puisque vous avez terminé sur ce point-là. Vous mentionnez là, déjà voir l'impact positif auprès des gens auprès desquels vous intervenez. Donc, vous avez salué l'accessibilité de la plateforme, le fait qu'elle soit accessible notamment en 3 langues, avec les capsules vidéo. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus, dans le fond, de ce qui est apprécié, de ce que ça permet de faire davantage pour les personnes qui en bénéficient? C'est important pour nous d'avoir l'écho du terrain. D'accord, je vais vous expliquer comment ça marche, d'accord? Parce qu'il faut aussi penser que ça, c'est un site web, d'accord? Et la majorité de la population comme ça, et qui est demandeur d'asile, ils sont limités à un portable, d'accord? Donc ça, c'est le premier problème, d'accord? Donc ils viennent vers des sites comme la nôtre pour qu'on leur donne accès à un ordi et traduire avant le portail et qu'ils le remplissent. Nous, avant, on le remplissait nous-mêmes, d'accord? Donc, pour chaque personne qui rentre, pour juste rentrer à le système de francisation, ça prenait beaucoup de temps, d'accord? Maintenant, vous, en traduisant ce portail, vous avez, ça, je vais juste préciser ce point, vous avez traduit les capsules d'aide, mais ce qui sera intéressant, c'est de traduire les questionnaires eux-mêmes, d'accord? C'est quoi votre niveau de langue, moyen, truc? Vous écrivez, traduisez ça en espagnol. Comme ça, ça rendra le processus beaucoup plus facile pour nous, et beaucoup plus rapide pour eux. Et s'ils pourront le faire sur le portable, ça va être plus facile. S'ils pouvaient rendre le site web beaucoup plus adaptable à plusieurs formats autres que ordi, ça sera vraiment intéressant aussi. Donc il y a ça c'est d'un côté. D'un autre côté, maintenant, au système actuel, nous, ce qu'on fait, chaque jour de la semaine, on a des sortes d'ateliers pour les gens qui viennent. Asseyez-vous derrière un ordi et on remplit le formulaire ensemble juste pour être admis dans le système. Franchement, on est là. D'accord? Juste avoir l'accès à l'enregistrement, c'est ça qui est dur aussi. D'accord? C'est pas juste avoir accès aux francisations, c'est même avoir accès à s'enregistrer. D'accord? Donc ça, c'est un. D'un autre côté, après avoir fait, bien sûr, la durée d'attente, ça c'était discuté. Un autre truc qui est important, c'est aussi pendant les cours. On parle là avec des demandeurs d'asile. Parfois, ils prennent du temps pour recevoir leur permis de travail. Donc, ils ne peuvent pas travailler. Ils sont sur l'assistance sociale, d'accord? Ils n'ont pas accès aux assistances aide financière pour les études en français, d'accord? Donc, ils sont obligés. Donc, le truc, c'est que on les met dans un coin, d'accord? Vous êtes restés à prendre l'assistance sociale et en même temps, vous allez apprendre le français. Et franchement, je vous dis, ça, c'est une pression sur le système d'assistance sociale aussi. Donc, nous, on ne veut pas voir ça. Et c'est pourquoi je dis, s'il y a une possibilité d'intégrer l'emploi, la francisation dans l'emploi, dont eux, tout ce qu'ils veulent, c'est l'emploi. Ils rêvent de l'emploi, d'accord? Ils viennent de leur pays pour travailler, d'accord? Voilà, exact. Mais c'est fédéral de manière régulière et systématique. Exactement. Et comme le monsieur a dit, franchement, ça prend... C'est compliqué de trouver, être employé, embauché par des employeurs si tu ne parles pas le français. Même en construction, tu dois pouvoir discuter avec tes collègues en construction pour comprendre ce qui se passe, d'accord? Donc c'est quand même, c'est pas normal de te croire qu'ils vont pouvoir parler le français en 6 mois, même si la population dont on sert, qui est en ce moment majoritairement, qui vient de l'Amérique du Sud, elle parle espagnol. Et je vais être honnête avec vous, ils préfèrent apprendre le français qu'apprendre l'anglais. C'est beaucoup plus facile pour eux, d'accord? Pour nous, pour s'adresser à eux en français. Exactement. Non, mais exactement. Et il faut les encourager et les attirer à rester au Québec. Parce qu'il y en a parmi eux qui partent. Il faut les garder. On a la chance qu'ils sont venus ici. Gardez, restez ici. On va vous encourager à s'intégrer au système. Donc ça, c'est ce qui est francisation.
Posez, voilà. Parce que là, je vais aussi. me déplacer par une autre... dites-moi. Alors, bon, écoutez, je vais vous amener justement sur l'emploi parce que je vois que dans vos 7 mesures, il y en a une qui se détaille comme suit. Privilégier les migrants sur place pour répondre à la rareté de la main-d'œuvre en rendant les demandeurs d'asile admissibles au programme de formation professionnelle. Donc, est-ce que vous pourriez nous partager en fait votre vision de la chose? Bien sûr, d'accord. Donc nous, dans notre centre, ce qu'on a ouvert, on a ouvert le centre à peu près en 2016, d'accord? C'était à peu près après la vague de réfugiés syriens, d'accord? Malheureusement, il n'y a pas un service spécialisé d'intégration académique. Et il n'y a pas d'intégration sociale, si c'est ça le but, sans intégration académique, non. Il n'y a pas d'intégration sociale sans intégration économique, et il n'y a pas d'intégration économique sans intégration académique, d'accord? Parce que si on veut aider ces gens à grimper l'échelle socio-économique, c'est où on doit commencer. Et malheureusement, ces demandeurs d'asile, ils sont considérés comme individus internationaux sur le territoire canadien, d'accord? Ce qui veut dire qu'ils sont traités comme des individus internationaux. Ce qui veut dire, c'est que s'ils veulent rentrer dans le système éducatif du Québec, ils doivent payer 30 000 $ pour entrer, par exemple, à l'université de l'UDM, d'accord, l'université de Laval. C'est impossible pour cette population, impossible, d'accord. Donc il reste à être sur l'assistance sociale, par exemple, d'accord. Je voudrais amener un point, Madame la ministre. Par rapport à la formation professionnelle, c'est que beaucoup des demandeurs d'asile qu'on voit, notamment originaires de l'Amérique latine, ont déjà des qualifications, par exemple, en construction je dirais dans d'autres domaines, mais nous, ce qui nous a marqué, c'est surtout la construction. Et ces gens-là, s'il y avait un programme où il serait possible d'aller chercher les qualifications du Québec, là, qui sont propres à nous, là, et de mélanger avec l'apprentissage du français, on pourrait optimiser beaucoup l'intégration de ces gens-là, parce qu'à la fin de la journée, le travail, c'est l'intégration. Ces gens-là viennent travailler, ils vont passer au moins entre 35 et 40 heures en moyenne au travail, et c'est pour les raisons qui sont les mêmes que pour les Québécois, Canadiens et autres. C'est ça. Et donc, nous, ce qu'on se disait, c'est, mon Dieu, je veux dire, on a des soudeurs, là, par exemple. On représente un soudeur mexicain. Il nous laisse toutes ses qualifications. En ce moment, si vous pourrez, le traitement simplifié offre les soudeurs. Il pourrait aller joindre la force de travail dans les soudeurs demain matin, mais il ne peut pas. Il ne parle pas assez français, il faudrait travailler là-dessus. Par contre, et je dois souligner encore, on a remarqué que la plupart des gens d'Amérique latine, peu importe le niveau d'éducation préalable, généralement, après 6 mois, sont quand même capables de se débrouiller en français, là, dans notre réalité à nous. Moi, c'est arrivé qu'ils nous demandent de même changer l'audience à la CISR de l'anglais au français, parce qu'ils nous le disent en arrivant, puis à un moment donné, ils finissent par comprendre, puis c'est là que ça débloque. Mais nous, dans notre proposition, on se dit, est-ce qu'il y a moyen, parce que l'histoire récente a témoigné de l'apport des demandeurs d'asile au sein de la fonction, au sein des services de santé. Si on prend ça comme exemple, là, les anges gardiens, ils étaient là. Ça a été une réussite en soi, là, ça, quand même. Et je vous dirais, il pourrait y avoir d'autres réussites de cette nature-là s'il y avait des programmes de formation qui étaient offerts pour aller chercher la qualification, mais même en tant que demandeur d'asile. Et là, oui. Que vous complétiez, parce que vous dites que la majorité des demandeurs d'asile d'Amérique latine ont des compétences. Est-ce que vous associez la détention de compétences surtout aux latino-américains? Et, non, c'est juste parce que en ce moment, je vous dirais pour 10... écoutez, c'est des chiffres, là. Le Mexique, le Venezuela, la Colombie, Honduras et je vous dirais, là, il m'en manque un, maudit. Le Nicaragua. C'est ça. Excusez-moi. Le Nicaragua, c'est ça, la majorité par beaucoup, là, pour nous, là, qu'on voit. Okay. Fait que c'est pour ça que je vous dis que dans ce groupe-là, oui. Mm-hmm. Et on a, par exemple, beaucoup de gens de l'Afrique subsaharienne.
Mais je vous dis, c'est pour un subsaharien, on a au moins 10 gens issus de l'Amérique latine. Là. C'est dans ça. Mais ça commence à changer. Ça commence à changer, là. Du Sénégal, d'autres pays, ça commence à changer. D'accord. Donc, il y a plus de gens de ces Ouais, pays-là maintenant comme demandeurs d'asile. Ici, c'est un plus pays grand. gros qu'on n'avait pas avant, qu'on a beaucoup. Là. Il nous reste combien de temps, madame? 6 minutes 40. Bon, je vais aller vite avec une dernière question. Vous suggérez en fait d'élargir la consultation sur la planification pluriannuelle aux demandeurs d'asile. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que ce serait de planifier les niveaux d'accueil de demandeurs d'asile? J'essaie de voir... Je vois... écoutez, c'est souvent, quand on est devant les commissions, on a des chiffres, on a des rapports. Si vous voyez les gens, comme à titre d'exemple, venez au centre le mercredi matin où on a des line-up de gens, des files d'attente de gens, tout ça, ça va peut-être donner une perspective différente au processus, à la planification et à ce que c'est fondamentalement. On ne disait pas, on lance plutôt une opportunité ou une réflexion sur est-ce que les gens qui sont concernés principalement, pour nous, le demandeur d'asile, dans le cadre de ces consultations-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une place à leur faire qui serait plus une place, qui ne serait peut-être pas une consultation traditionnelle, une consultation peut-être plus genre, au lieu que les gens viennent à la chambre ici, on amène la chambre voir l'autre côté. Et peut-être que ça va ouvrir une perspective qui n'était peut-être pas considérée à la base. Là, c'est essentiellement ça quand on l'a mis en dernier pour ça aussi. Mais c'était surtout pour dire, des fois, on voit les choses du prisme dans nos belles chaises, les belles boiseries, mais les gens qui... Je fais beaucoup de visites dans les centres d'accompagnement et d'accueil, vraiment. J'y tiens de manière régulière. C'est correct. C'était dans cette optique-là qu'on avait mis ça, ce point numéro 7-là. D'accord. Bien, parfait. Merci. Pour le moment, je vais céder la parole à Merci, Madame la ministre. Alors, c'est la députée de Châteauguay pour une période de 4 minutes 40 secondes. Merci. Je souhaite Maître Bouchard et Madame Fournel. Merci d'être avec nous. Je sais que vous venez de Montréal, donc un grand merci d'être ici aujourd'hui, même si tard. J'ai une question. Je souligne vraiment votre grande expérience terrain. Je le constate, vous avez une détermination hors du commun, là, puis une expérience terrain. Je voudrais savoir, selon vous, c'est quoi les principaux facteurs d'intégration? Vous avez parlé d'intégration académique, d'intégration économique, mais dites-moi, quels sont les principaux facteurs, d'après vous? Personne ne se sentira chez lui s'il ne se sentira pas financièrement indépendant. D'accord? S'il n'a pas l'indépendance financière d'agrandir sa famille, d'avoir des enfants, d'accord? De se construire une vie, de se sentir chez lui. D'accord? Donc, pour construire ce Maslow's pyramide, d'accord, il faut se concentrer sur la base. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Pour avoir cette base, c'est se concentrer sur l'académique, et c'est pourquoi on l'a précisé, ouvrir des opportunités d'études professionnelles à cette communauté qui viennent et qui veut accéder, qui veut faire des études ici. Parce que, honnêtement, ça c'est un des trucs qu'on voit pour les employeurs, par exemple. Parfois, les employeurs, ils disent « Moi, je ne vais pas prendre quelqu'un qui a fait ses études à l'extérieur. Je préfère de prendre des études, des gens qui ont fait leurs études ici. » D'accord ? Donc on dit, d'accord, c'est ce que vous voulez faire, c'est très dur de changer la mentalité des employeurs, d'accord? On dit, d'accord, ouvrons des programmes d'études professionnelles ici pour que le système se fonctionne plus rapidement. Donc ça, c'est études. Après avoir l'étude, avoir accès à ces emplois, d'accord? Et ça, ces emplois, et il faut saluer aussi le travail que le gouvernement commence à travailler. Je vais lire là un peu. Il y a un projet pilote de maillage entre les demandeurs d'asile et les entreprises touristiques. Donc ça, c'est en développement. Il y a aussi un autre programme qui est Nouvel arrivant aux demandeurs d'asile, une entendue de possibilités dans le résidu de la santé et des services sociaux. D'accord? Donc ça existe, ça commence à se développer. On est bien, d'accord? Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les études pour accéder à ces de travail. Donc on ouvre la porte, c'est bien. Mais ils ne peuvent pas l'accéder parce qu'ils ont besoin d'études. Donc ça, c'est un. Deux, il y a un programme qui a été ouvert récemment, aussi l'exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études de la région. Donc pour des gens, d'accord? Et là, ce n'est pas trop dans nos mémoires, mais c'est intéressant pour le programme de régionalisation. Vous voulez des gens qui partent en région, d'accord? Ouvrons
si vous voulez pas faire leurs études au Québec, je veux dire à Montréal, dans les métropoles, ouvrons ce programme pour les demandeurs d'asile, qu'ils partent en région, qu'ils font leurs études en région et qu'ils restent en région. Moi, je suis venu ici en 2012, je vais expliquer mon expérience, je suis venu ici en 2012, je fais ingénieur mécanique à Concordia. Et je suis resté à Montréal, je suis resté où j'ai fait mes études, parce que je me suis fait des amis là-bas, je me suis fait ma vie là-bas, d'accord? La porte d'études, c'est une force qu'on a au Québec. On a 4 universités à Montréal, plusieurs universités autour de Québec. Ça, c'est la force. Ça, c'est le truc qui attire la jeunesse ou les gens qui veulent faire des études. D'accord? Donc, si on les attire vers la région en faisant leurs études, ils y ont resté, ils sont embauchés directement dans la région de centre, et comme ça, on pourra construire une infrastructure pour qu'ils puissent rester en région. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ça, c'est un autre truc. D'accord? Donc, voilà. Bon, mais je veux juste dire pour l'indépendance, on parlait d'indépendance financière, c'est le cœur, puis c'est les emplois, on a une pénurie de main-d'œuvre, et nous, c'est là-dessus qu'on se rejoint pour aider ces gens-là. Comme premier facteur, c'est l'argent. S'ils ne sont pas capables de se concentrer sur autre chose que leurs finances, ils ne seront pas capables de se concentrer dans une salle de classe à apprendre le français. Fait que c'est pour ça qu'on est dans cette espèce de jonglage entre les qualifications de ces gens-là pour les mettre sur le marché du travail et l'apprentissage de la langue. Mais... Rapidement, est-ce que je peux poser une dernière question? Il y a des équipes déployées à grandeur du Québec. Et entre autres, avec Accompagnement Québec, oui. Je sais que vous avez des usagers qui l'utilisent. Que dites-vous de cet outil-là, rapidement, en 20 secondes? Accompagnement Québec, malheureusement. Il y a plein de services qui sont dédiés aux immigrants qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas disponibles aux demandeurs d'asile. C'est un gros vide dans le système. Donc nous, on se retrouve seuls, honnêtement. Je vais être honnête avec vous, d'accord? Il y a pas, par exemple, il y a le programme de PASSI qui ne couvre pas de centres comme le nôtre parce qu'on sert des demandeurs d'asile, par exemple, d'accord? Donc il y a un vide. Si, c'est notre rêve d'être aidé d'un point de vue... Je dois vous arrêter. Merci. Mais il va y avoir d'autres questions, d'autres périodes. Alors, je me tourne du côté de l'opposition officielle, une période de 12 minutes 23 secondes avec la députée de Chaumédé. Bonjour. Très intéressant. De chaque groupe, on a un autre point de vue. Ça nous rend meilleurs. Si je comprends bien, les demandeurs d'asile, lorsqu'ils arrivent ici, vous avez dit tantôt qu'on les traite bien, on les reçoit bien, ils sont logés, ils reçoivent un chèque. Et ça s'arrête là. Après ça, c'est le vide. Est-ce que c'est ça? Après ma barre, c'est quand on dit ça, c'est si on voit ce qui se passe dans le reste du Canada pour l'intégration. Ce que on veut dire, c'est à Toronto, les gens sont dans la rue. Au Québec, généralement, oui, ça a passé dans les nouvelles. J'espère, si on veut jusqu'au Mexique, vous pouvez voir aussi comment c'est traité, mais au Québec, disons que c'est assez nouveau que les demandeurs d'asile ont des services de plus en plus parce qu'il fut une autre époque où la personne arrivait au Québec, au Canada, il y avait sa date d'audience pour la CISR dans les 60 jours de l'arrivée. On est à peu près en 2015. Mais là, avec la montée, ils ont plus eu assez de staff, de personnel pour répondre à cette demande-là. Et là, ça a ralenti. Le fédéral? Fédéral. Oui, c'est ça, le fédéral. Mais en même temps aussi, le Québec, cette année, depuis la réouverture des frontières, on a commencé... En novembre 2021, les frontières ont réouvert après la pandémie. On a connu une augmentation que tout le monde s'attendait, mais l'augmentation n'a pas baissé. On arrive en 2023, on entend parler de Roxham Road. Roxham Road devient le centre. On se dit, bon, on va fermer ça, et voilà. Finalement, on va entendre beaucoup parler qu'ils ont continué de venir par l'aéroport, mais il y a également les gens qui passent par le bois puis qui restent cachés 14 jours. Ça, c'est ça, la réalité en 2023 des demandeurs d'asile. Pour le Québec, moi, de ce que nous, dans la mesure que MIFI a, ils reçoivent leur chèque, oui, mais il y a, pour l'aide sociale, ceux qui en font la demande, dépendamment c'est quoi le statut, si on parle vraiment de quelqu'un qui arrive là, comme ça,
Là, lui, comme on disait tantôt, en raison des délais de l'obtention du permis de travail du fédéral, sans compter toute la logistique qu'eux leur donnent, parce que des fois, ils arrivent et ils reçoivent ce qu'on appelle l'accusé de réception, essentiellement qui leur disent vous devez revenir nous voir 2 ans plus tard. Ouais, on est allé au fédéral pour leur parler de ça déjà, mais ici, donc, le Québec, lui, il se ramasse à payer l'attente à causer en payant l'aide sociale. Et nous, une chance qu'il y ait des programmes accessibles, comme la francisation, des choses comme ça. Puis là, on parle d'ouvrir pour des cégeps sans place. On aimerait ça que ce soit plus, Madame la ministre. Mais ces programmes-là, c'est ça qui fait qu'on... Parce que quand on voit une famille de 4 débarquer, qu'on dit, OK, il faut attendre 2 ans avant de débuter la démarche, pour probablement parler, ça vient avec une dose de pression sur la famille, comme vous pouvez vous imaginer. Mais là, à force de pousser au fédéral, on réussit à faire avancer les choses. Mais le Québec, nous, les services, généralement, c'est la proximité. C'est, par exemple, là, Prairie va donner le logement, ils vont les aider avec le psychosocial, qui est très important, notamment quand il y a des mineurs non accompagnés, mais aussi pour des femmes victimes de violences. Puis, tout ce que vous imaginez que des gens qui viennent ici dans des circonstances comme celle-là peuvent venir avec eux. Là. Mais oui, nous, c'est parce qu'on trouve que, comparé aux autres provinces, le Québec fait beaucoup, puis on aimerait ça qu'il en fasse plus. Mais écoutez, c'est pour qu'on est devant vous en train de vous dire on aime ça, mais il y a ça des limites. Oui, vas-y. Allez-y, oui. Je vais juste ajouter quelque chose. Donc, en fait, juste pour être clair, le Québec, par rapport à d'autres provinces au Canada, franchement, c'est très bien par rapport à d'autres provinces. Par exemple, l'exception, là, on a de l'aide juridique qui n'existe pas dans d'autres provinces. D'accord? Et c'est une des raisons pourquoi il y a plein de réfugiés qui viennent à Toronto, Pearson, l'aéroport Pearson, ils viennent, et puis ils viennent direction de Montréal direct. Parce qu'au moins là, il y a de l'aide juridique. Là-bas, ils sont tout seuls. Ils doivent payer 3 000, 4 000 $ pour avoir accès à un avocat. Donc ça, c'est 1. 2, on a accès à l'aide sociale. On a accès à une entité gouvernementale qui s'appelle PRAIDA. Il vient d'ouvrir un nouveau centre de logement pour les nouveaux arrivants. Ça n'existe pas dans d'autres provinces. D'autres provinces, c'est les organismes communautaires qui prennent en charge ce sort de trucs. Donc, d'un côté, c'est bien, il faut saluer cet effort et c'est très bien, d'accord? Mais d'un autre côté, il faut comprendre que on est en train d'ouvrir le bouchon d'un côté et de le fermer d'un autre côté, d'accord? Et de notre demande, c'est d'élargir l'accès et d'augmenter le nombre pour que ces populations n'aient plus besoin à ces services. Le but, ça, c'est, je veux dire ça, bouche-trou. C'est des bouche-trous, d'accord? C'est des solutions bouche-trou. C'est des band-aid, ok? C'est pas la solution. Si vous réglez la solution racine des problèmes, c'est pas ça, d'accord? Ça, c'est bien de l'avoir pour régler les problèmes temporaires, mais la base, c'est d'ouvrir le bouchon principal qui est élargir le nombre de CSQ donnés à cette population pour qu'elle devienne comme les autres, d'accord? Si elle est acceptée, si elle est dans le système, donc on n'a plus besoin à augmenter, à mettre la pression sur ce système qui est déjà sous pression, c'est de leur donner accès au système de CSQ pour être dans le système. Et c'est une des raisons pourquoi on demande l'augmentation des chiffres aussi pour les réfugiés reconnus sur place, par exemple, d'accord? Pour pouvoir enlever cette pression sur le système qui existe, qui, c'est bien pour le moment, mais les chiffres vont arrêter d'augmenter. Avec tout ce qui se passe au monde, ils vont toujours être en augmentation. D'accord? Donc, il faut savoir comment gérer tout ce qui se passe. D'accord? Voilà. Est-ce que vous parlez des gens qui arrivent à Toronto et viennent ici? Donc, est-ce qu'il devrait avoir un va-et-vient dans les provinces canadiennes vers le Québec et hors Québec? D'après vos opinions, c'est quoi le pourcentage entre Colombie-Britannique jusqu'au Terre-Neuve? C'est une bonne question. Terre-Neuve, je vous avoue que je ne l'ai pas vu, là, mais Colombie-Britannique, les provinces, je vous dirais Colombie-Britannique, Alberta et l'Ontario, dans le fond. Ouais. Et je pense des fois à l'occasion du Nouveau-Brunswick, là, mais je vous dirais que ça va, il peut aller dans les deux sens, là, parce que des fois, il y avait des autobus qui les amenaient depuis le Québec vers l'Ontario parce qu'il y avait trop au Québec. Puis là, ensuite, on a eu aussi des gens qui sont au Québec,
mais ils font leur demande d'asile, puis là, ils font « Ah ben, je vais avoir un emploi qui paye plus, puis j'ai pas le temps d'apprendre le français, fait que je vais aller en Alberta travailler dans quelque chose là-bas. » là. Ça, on le voit des deux bords, fait que c'est difficile de mettre un pourcentage sur la mobilité là, de la population, mais je vous dis que c'est quand même fréquent qu'on a des gens qui sont arrivés depuis l'Ontario ou les Colombie-Britanniques, puis de venir au Québec faire leur demande d'asile et de rester, dépendamment là, comment ça va dans la famille, là, mais c'est quand même fréquent, mais je ne peux pas vous donner un chiffre aussi précis que ça, parce qu'on... Mais il y en a beaucoup. C'est pour qu'on vous en parle. Le mouvement va bien de votre côté. Ontario, Québec, Québec, Ontario. Ouais, Québec, Ontario puis Colombie-Britannique. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui rentrent à Québec, dans la province de Québec, majoritairement restent ici? Quand même. Hein. Il y en a qui disent j'ai peur du français, ils quittent. Je suis honnête avec vous, d'accord? Mais je vais être honnête avec vous aussi, ils reviennent. C'est moins cher. C'est beaucoup moins cher, d'accord? Ouais. Mais ça, c'est la réalité sur le terrain, d'accord? Ouais. Ils partent, ils se rendent compte de ce qui se passe, et ils reviennent direct, d'accord? Et mais le problème, c'est que quand ils partent et reviennent, ils ne reviennent pas dans les centres dont ils ont quitté, parce qu'ils n'ont plus le droit d'y accéder. Donc, si un mec, une personne qui est sortie, qui était avec Prida, elle est part, par exemple, l'entité, et part vers l'Ontario, quand elle revient, elle n'a plus le droit de re-rentrer en Prida, elle doit se débrouiller toute seule. D'accord? Et ici, pour se débrouiller tout seul, il n'y a pas de financement pour le gouvernement pour supporter les organismes qui aident les gens à se débrouiller tout seuls. D'accord? Une question là-dessus. Donc, lorsque les demandeurs d'asile rentrent, le gouvernement fédéral leur commence à donner de l'argent? Non. De Le l'aide, fédéral, il fait rien. assistance, Non, non. le fédéral... Il y a de la misère à péter sur le papier, des fois. En fait, si les gens rentrent... non, je vais retirer ça. C'est pas qu'il fait rien, d'accord? S'ils rentrent au Québec, et ils demandent l'asile à la frontière, aéroport ou frontière terrestre, d'accord? Prida, il prend en charge directement, ils font demande à la frontière. Le Prida est responsable de cette population. Mais si, en ce moment, le Prida est débordé, il n'a pas la capacité, d'accord? Un mois dernier, c'était le plus grand chiffre de demandes d'asile qui est entré au Canada depuis son histoire, d'accord? Le mois dernier. Oui, Ouais. Et ça va toujours augmenter. On vous dit ça direct, ça va toujours augmenter. Si le système de Prida est sous pression, c'est l'IRCC, donc l'IRCC, qui va venir et qui entre en ce moment, qui a des hôtels partout au Québec pour aider Prida à loger ce personnel, d'accord? Okay. Donc heureusement que là, il y a un support pour... Ils sont logés, ils ne sont pas au Québec. Ouais, ça, c'est... Voilà, exact. Okay. D'accord. Mais heureusement qu'on a une entité comme Prida pour contrôler ce flux de personnel. Voilà. Et le fédéral... Je vais laisser mon collègue, je pense qu'il veut... Merci beaucoup. Alors, on a une question ici du député de Néligan. Merci, Madame la Présidente, de nous rappeler à l'ordre. Vous avez dit que le nombre augmente de demandeurs d'asile. Vous avez vu que le chemin Roxham est fermé. Tout le monde a misé sur la fermeture de chemin Roxham pour que le nombre baisse. Mais ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, c'est... ça ne sert à rien. Hein. On peut vous le dire. OK, Roxham, ça l'a fermé comme l'endroit qui traitait, mais là, ce que ça a eu comme effet, c'est qu'ils vont passer par le bois, puis ils vont attendre 14 jours. Est-ce que vous avez de l'information? Parce que c'est des légendes urbaines vont passer par le bois, mais on a plein de gens. On a une Afghane, on a des gens qui... Ah oui, c'est terrible. Donc, écoutez, c'est sûr qu'on est venu ici plaider... Oui, donc vous êtes en train de nous dire que malgré la fermeture de Roxham, l'arrivée de flux de demandeurs d'asile et réfugiés continue par le même chemin. OK. Il y a un afflux qui vient du bois. OK. Là, pour le quantifier à cette date-ci, je ne pourrais pas le faire. Mais je peux vous dire qu'il est là, puis ce qu'il devient lorsque la personne entre par le bois, on va dire ça comme ça, elle devient un demandeur d'asile depuis l'intérieur du Canada. Donc, on ne va pas plus loin que ça. C'est dans la mesure où c'est ce qu'on peut vous dire en date d'aujourd'hui. Les gens qui viennent, sinon, ont des visas ou viennent de pays qu'on n'a pas besoin. Le Mexique, c'est là. C'est ça le portrait, puis c'est eux qui ont augmenté beaucoup. Mais nous, on continue d'avoir dans une proportion quand même importante. Donc, vous êtes en train de me dire que des gens viennent en visa touriste
débarque au Canada, au Québec, à Pierre-Éliott Trudeau, et il demande il demande le statut de demandeur d'asile. Visa de visiteur, permis. Je dois vous arrêter. La période impartie à l'opposition vient de se terminer. On va finaliser le tout avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, je vais prononcer comme il faut, pour 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. J'ai eu la chance de vous visiter il n'y a pas si longtemps. Alors, c'était très intéressant et enrichissant de vous rendre visite. Vous avez parlé de chiffres tantôt, mais vous êtes allé vite. Vous parlez d'augmenter en refuge puis en humanitaire. Vous avez mis un chiffre de 8 000, si je ne m'abuse, dans le refuge. Oui, dans le refuge, tenez-moi un petit instant. Puis dans l'humanitaire, 3 000, si je ne Oui, m'abuse. c'est ça, c'est exactement ça. Vous avez bien écouté. OK. Donc là, c'est parce que le devoir nous révélait, on a un arriéré de 12 000 dans l'humanitaire. Fait que si on fait 3 000, comme vous dites, on est à 4 ans de délai de traitement à l'étape du CSQ. Là, vous êtes à dire que ça devrait être en 25-60 jours. Donc, j'essaie juste d'être sûr de bien vous comprendre. Ah, non, OK. Bon, une chose. Juste pour bien vous comprendre. C'est que nous, on aimerait ça qu'il y en ait plus, mais on n'était pas au courant de l'article du devoir et des chiffres qu'ils ont. Nous, on y va avec. On voit la planification, puis on essaie de rester dans je dirais une fourchette qui reste de celle des parlementaires. Là. Écoutez, on devrait être à 60 jours. Oui, bien ça, c'est sûr que ça, on aimerait ça, que les délais de traitement, ça arrive, parce que les mauvaises expériences qu'on a eues, comme je vous dis, c'est... Lorsque vous me parliez jusqu'à 20 ans, là, ça, des affaires comme ça ne peut pas se passer. Ben non, c'est sûr que... Ben non, parce que là, ça fait... c'est difficile pour la personne, c'est bien évident. Ben, c'est parce que le CSQ empêche le fédéral de donner la carte de résident permanent qui donne accès à, je vous dirais, une stabilité, là, puis bien évidemment, dans le futur, à la citoyenneté canadienne. Ça bloque ça. Donc, la personne a son acceptation du fédéral, on va dire, et là, elle demeure pendant une période indéterminée en attente de l'approbation du CSQ, qui était, bien, comme on voyait là, les chiffres de 450, là, fait qu'on peut comprendre que ça peut durer longtemps. Là, j'apprends que. Mais vous ne demandez pas juste le CSQ, vous demandez à ce que la personne devienne résidente permanente en bonne et due forme. Bien, c'est sûr. C'est une étape. Mais après ça, quand le ministère parle de cible d'admission, ça, c'est pour recevoir la résidence. C'est ça qu'on veut traiter. Finalement, on ne veut pas juste un CSQ dans le vide, puis attendre après ça 10 ans. La résidence, ça suit tout de suite après, là, dans l'ordre des choses. Je sais que vous avez été avocat. Moi, dans mon expérience, dans ma pratique, lorsque nous recevons le CSQ, généralement, dans les 3 mois qui suivent, on reçoit une demande de confirmation de résidence permanente qui se fait à travers le site Web maintenant. Et je n'ai jamais eu à gérer des problèmes là, longitudinaux entre l'émission du CSQ et la réception de la résidence permanente. Tantôt, vous parliez donc du fait que les gens continuent à rentrer par le bois, là, comme vous l'avez dit, côté station. Donc, finalement, la meilleure solution, ça aurait été d'abolir l'entente des pays tiers sûrs pour que les gens fassent leur demande. On l'a plaidé au gouvernement fédéral et on est là-dessus. Ça, c'est sûr que cette entente-là fait plus de mal que de bien là, pour notre perspective. Là, je ne sais pas qui elle profite, là, mais en gros, pour notre perspective à nous, non, ça aurait été l'abolition, mais on a plaidé ça l'année passée mais les au fédéral. faits, puis ce qui se passe en ce moment confirme que vous aviez en partie, ou en tout cas, vous aviez raison. Bien, je dirais, si on confirme qu'on avait raison, puis que ça a tout fini, je dirais peut-être pas jusque-là, parce que nous, on n'est pas dans la politique. On vient voir les parlementaires pour justement conscientiser sur la réalité qu'on vit, mais on n'est pas dans le secret des dieux là-dessus. Et si ça a été bénéfique, ce qu'on disait, puis qu'on aurait raison, je serais bien content, mais en gros, je ne me donnerais pas ce crédit. J'ai pas vu de mots sur la régularisation des statuts, un programme de régularisation. Vous êtes pour ou contre? On est pour. On va même participer à la commission de ça, mais c'est au fédéral. Nous, on a concentré les points seulement dans la juridiction de leadership devrait le demander? Bien, moi, c'est sûr que si on le prend comme ça, jouer le rôle de leadership, moi, j'amènerais à ce qu'on disait avant sur la formation. Parce que ces gens-là... C'est ce qui met fin à la rencontre ce soir. Alors, merci beaucoup pour l'apport à nos travaux. C'est très apprécié. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée et je suspends les travaux quelques secondes, le temps de recevoir notre dernier intervenant de la soirée.